La nuit de Ouagadougou s'est soudainement plongée dans l'obscurité. À 14h30, une explosion secoue le quartier Kossam, où se trouve la résidence présidentielle. En quelques secondes, la ville est paralysée. Les lumières vacillent, les réseaux mobiles s'effondrent, et une peur palpable envahit les rues. Des témoins évoquent des véhicules banalisés et des rafales de coups de feu, mais rien ne semble ordinaire. Il s'agit d'une opération silencieuse et précise. Ibrahim Traoré, au cœur de cette tourmente, pourrait bien découvrir que l'attaque dépasse largement le cadre physique. Mais qui se cache vraiment derrière cet assaut? Et qu'en est-il de l'Afrique dans ce nouveau type de guerre? Lorsque les explosions résonnent, une question se pose. S'agit-il simplement d'une autre tentative de coup d'État ou quelque chose de plus sinistre? Ibrahim Traoré, au centre de cette tourmente, comprend que son rôle ne se limite pas à la gestion d'un gouvernement de transition. Il sait qu'à ce moment précis, la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi celle de nombreux pays africains, est mise à l'épreuve d'une nouvelle forme de guerre, la guerre hybride. Il ne s'agit pas uniquement d'une attaque physique, mais d'une guerre invisible, où l'information et la confiance sont les véritables cibles. Ce soir-là, la question qui se pose à Ibrahim Traoré dépasse celle de son propre pouvoir. Il doit protéger l'intégrité de son pays face à des forces qui ne sont pas seulement armées, mais également numériques et psychologiques. Mais comment défendre une nation lorsque la menace vient de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, et que chaque décision peut affaiblir ou renforcer son indépendance? Quelques minutes après l'explosion à Ouagadougou, la situation s'est devenue extrêmement confuse. Les témoins racontent avoir vu des véhicules banalisés se faufiler dans les rues, des tirs résonnant dans la nuit, et un silence presque accablant s'abattant sur la capitale. Le chaos semblait planifié, mais d'une manière différente des attaques habituelles. Les systèmes de communication se sont rapidement effondrés, coupant la ville du monde extérieur. Les autorités, d'abord prises de court, ont rapidement mis en place un couvre-feu et un contrôle militaire renforcé. Mais les experts se sont vite rendus compte que ce n'était pas une simple attaque physique. Des éléments suggèrent que des forces extérieures ont peut-être orchestré l'assaut, un coup subtil dont le but n'était pas seulement de déstabiliser, mais de saper la confiance et de manipuler les informations. Les analystes évoquent un modèle de guerre hybride, où la désinformation et l'influence numérique jouent un rôle aussi crucial que les armes physiques. Cela n'a pas échappé à Ibrahim Traoré, qui s'est retrouvé au centre de cette épreuve, conscient que la véritable bataille ne se livrait pas seulement sur le terrain, mais dans l'espace numérique, à travers les lignes de communication et l'influence invisible des puissances extérieures. Les premiers rapports d'experts légistes ont révélé des traces de technologie et de stratégies similaires à celles utilisées par des forces étrangères dans d'autres régions du monde. Bien que les preuves soient encore incomplètes, il devient évident que ce type de guerre, bien plus insidieux, est devenu la norme dans les conflits modernes. Ibrahim Traoré se trouve face à un défi immense, comprendre non seulement la portée de cette attaque, mais aussi comment protéger son peuple d'une menace invisible et persistante qui dépasse les frontières physiques du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, est un homme confronté à des défis sans précédent. Dès son ascension au pouvoir, après le renversement de l'ancien gouvernement, il savait que son rôle serait tout sauf facile. Mais ce qui se joue maintenant, à Ouagadougou, dépasse les attentes de toute crise politique classique. En tant que jeune leader, il incarne une nouvelle génération déterminée à revendiquer l'indépendance du pays dans un monde de plus en plus dominé par les puissances extérieures. Ce soir-là, les événements le placent face à une réalité amère. La souveraineté de son pays est désormais en jeu, mais cette fois, pas seulement dans les rues, mais dans les données, les signaux et les réseaux. Les premières réactions de Traoré face à l'assaut ont été rapides.
Après avoir ordonné la mise en place de mesures de sécurité d'urgence, il a dirigé personnellement les efforts de coordination des forces armées pour contenir l'attaque et protéger la résidence présidentielle. Cependant, en parallèle, une question plus profonde a émergé. Qui se cachait vraiment derrière cette attaque hybride? Et pourquoi le Burkina Faso était-il la cible de ce genre de perturbations? Traoré, en tant que dirigeant, doit maintenant naviguer dans un environnement où chaque décision peut être influencée par des forces invisibles, et chaque mouvement est scruté non seulement par ses ennemis internes, mais aussi par des puissances extérieures qui cherchent à exercer une pression géopolitique. Dans ce contexte, il n'est pas seulement question de préserver son pouvoir, mais de protéger l'identité nationale du Burkina Faso dans un monde de plus en plus incertain. L'incident à Ouagadougou a été un tournant majeur pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel. Tout a commencé par une explosion en plein cœur de la capitale, un signal clair que la situation était grave. Les premières secondes ont été cruciales. Les lumières de la ville se sont éteintes, les systèmes de communication ont été coupés, et la panique a envahi les rues. Mais la réaction de l'État a été plus rapide que celle des assaillants. Les forces armées, dirigées par Ibrahim Traoré, ont immédiatement pris le contrôle de la situation, déclenchant un confinement total et un couvre-feu dans la capitale. Ce fut une réponse fulgurante, mais ce qui se cachait derrière cet assaut restait flou. En parallèle, des experts en sécurité ont vite compris que ce n'était pas un coup d'État classique. Les analyses des communications aux interceptés ont révélé des schémas sophistiqués d'interférences électroniques et de piratage des systèmes de surveillance. L'attaque semblait avoir été non seulement physique, mais aussi numérique, visant à perturber la communication entre les autorités et la population. Les experts ont émis l'hypothèse que des forces extérieures, peut-être soutenues par des acteurs internationaux, avaient orchestré cet assaut. Bien que des preuves tangibles manquaient encore, la similitude avec d'autres attaques menées dans des régions comme le Moyen-Orient ou l'Est de l'Europe a été rapidement notée. Il ne s'agissait pas seulement de renverser un gouvernement, mais de tester la vulnérabilité d'un État à la manipulation et à la désinformation à l'échelle mondiale. Ce schéma de guerre hybride, qui mêle désinformation, piratage et perturbation des infrastructures critiques, est devenu une arme de plus en plus utilisée dans les conflits modernes. Le but ici n'était pas simplement de renverser Ibrahim Traoré ou de déstabiliser le Burkina Faso, mais de créer un climat de doute et de confusion. En effet, dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, l'effondrement des réseaux mobiles et des systèmes de communication a exacerbé la peur et l'incertitude parmi la population. Les témoins ont parlé d'un chaos total, mais il s'agissait en réalité d'une opération soigneusement orchestrée pour saper la confiance du public dans ses institutions. Dans les heures qui ont suivi, alors que les forces de sécurité travaillaient à rétablir l'ordre, une autre guerre a commencé. Cette fois, ce n'était pas sur le terrain, mais dans l'espace numérique. Le gouvernement burkinabé a dû se battre pour reprendre le contrôle des narratifs. Des rumeurs ont commencé à circuler rapidement, alimentées par des sources anonymes et des comptes sur les réseaux sociaux. La guerre de l'information était en plein essor, et Ibrahim Traoré, pris dans cette tempête, a compris que l'avenir de son pays dépendrait désormais non seulement de la force militaire, mais aussi de la capacité à maîtriser les récits qui se formaient autour de l'incident. Enfin, en fin de compte, ce n'était pas seulement une tentative de déstabilisation physique. Ce fut une démonstration claire de l'évolution des conflits modernes, où les attaques ne se limitent pas à des explosions et des armes à feu. À l'heure où l'opinion publique est manipulée par les réseaux sociaux et où l'information est devenue une arme aussi puissante que les munitions, Ibrahim Traoré et le Burkina Faso étaient confrontés à un défi bien plus complexe que tout ce qu'ils avaient imaginé. À la suite de l'attaque de Ouagadougou, plusieurs éléments ont été collectés pour évaluer l'ampleur de l'incident et la nature de la menace. L'un des premiers indices
a été la coupure soudaine de l'espace aérien et des réseaux mobiles. Les témoins ont signalé que les communications ont cessé presque instantanément dans toute la capitale, un événement que les autorités n'avaient pas anticipé. Les forces de sécurité ont pris le contrôle des points stratégiques en un temps record, mais la déconnexion des citoyens du monde extérieur a eu des conséquences immédiates. Dans les 10 minutes suivant les explosions, les premières informations faisant état de rumeurs ont commencé à circuler, alimentées par des canaux non officiels. En analysant les données collectées après l'attaque, les experts ont découvert que des interférences avaient eu lieu sur plusieurs fréquences cryptées utilisées par les forces de sécurité. Cette interférence a perturbé les communications au sein même du gouvernement, retardant ainsi la réponse aux attaques et compliquant les efforts pour coordonner les opérations de sécurité. Ce type de perturbation, utilisant des technologies avancées de brouillage, a été observé dans plusieurs autres attaques à travers le monde. Mais il est relativement nouveau dans le contexte du Burkina Faso. Les données recueillies par les services de renseignement ont également révélé des informations préoccupantes. Des fragments de code cryptés ont été retrouvés, suggérant que l'attaque pourrait avoir impliqué des acteurs étrangers. Une analyse approfondie des signatures de chiffrement a permis d'identifier des similarités avec celles utilisées dans des opérations antérieures liées à l'OTAN et à d'autres organisations internationales de défense. Bien que ces preuves ne soient pas suffisantes pour établir une responsabilité claire, elles ont renforcé les soupçons d'une influence externe. En termes de chiffres, une première estimation du nombre de véhicules impliqués dans l'attaque a révélé que 8 à 10 véhicules avaient circulé dans les rues de Ouagadougou pendant les heures critiques. Ces véhicules, apparemment banalisés, n'ont pas attiré l'attention des autorités avant le début des explosions. Les rapports sur le terrain ont également mentionné que moins de 5 minutes après la coupure des communications, les forces de sécurité avaient réagi et commencé à sécuriser la résidence présidentielle et les bâtiments stratégiques. Cela démontre la rapidité de la réponse, mais aussi l'intensité de la préparation de l'attaque. En outre, des témoins oculaires ont mentionné que des drones de surveillance avaient été perturbés, signalant une possible utilisation de technologies de guerre électronique contre les dispositifs de surveillance de la ville. Ce phénomène a été confirmé par des spécialistes en cybersécurité qui ont observé des signes de piratage des systèmes de surveillance en temps réel. Ces systèmes étaient initialement utilisés pour surveiller les mouvements de foule et détecter les activités suspectes. Ces données quantifiables renforcent l'idée que l'attaque n'était pas seulement une réponse à une crise interne, mais plutôt une manœuvre stratégique impliquant des forces externes ayant l'intention de déstabiliser le Burkina Faso. Le pays, déjà en proie à des défis politiques et économiques, se trouve désormais face à une nouvelle forme de guerre, une guerre où les armes ne sont pas seulement physiques, mais aussi numériques et psychologiques. La situation à Ouagadougou n'est pas simplement un incident isolé. Il existe 2 visions principales de ce qui s'est passé cette nuit-là, et chacune a ses propres mérites. D'un côté, on peut considérer l'attaque comme une tentative classique de coup d'État, motivée par des intérêts internes à Burkina Faso. Les groupes d'opposition, frustrés par la direction du gouvernement de transition, pourraient avoir décidé d'agir pour renverser Ibrahim Traoré et rétablir l'ordre politique antérieur. Cette théorie repose sur l'idée que le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, reste fragile politiquement et que de tels coups d'État sont une forme de réponse face à un gouvernement jugé trop autoritaire ou non représentatif. L'argument en faveur de cette interprétation repose sur les actions immédiates des assaillants. L'attaque était rapide et bien coordonnée, et il est plausible qu'elle ait été orchestrée par des factions locales cherchant à affirmer leur influence. Les éléments de preuve, tels que les véhicules banalisés et les rafales de coups de feu, suggèrent une tentative d'éliminer rapidement les leaders du gouvernement pour créer un vide de pouvoir. Le caractère rapide et violent de l'attaque est cohérent avec les précédentes tentatives de coup d'État dans la région.
où l'objectif est souvent de s'emparer du pouvoir dans un laps de temps très court. Cependant, une autre interprétation, plus large, voit l'attaque comme le signe d'une menace extérieure, alimentée par des puissances étrangères. Cette vision considère que la déstabilisation du Burkina Faso pourrait s'inscrire dans un plan plus vaste de déstabilisation du Sahel. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, a adopté des positions de plus en plus indépendantes, notamment en expulsant les forces françaises et en cherchant de nouvelles alliances dans la région. Ces mouvements ont peut-être déclenché des réactions de la part d'acteurs internationaux, comme la France ou d'autres puissances occidentales, qui voient d'un mauvais œil l'autonomie croissante des États africains. Dans cette perspective, l'attaque n'était pas seulement une tentative de renverser un gouvernement local, mais un moyen de maintenir une influence géopolitique sur un pays stratégique du Sahel. L'utilisation de technologies avancées et la sophistication de l'attaque suggèrent une intervention extérieure. Les données sur les signatures de chiffrement et les interférences électroniques laissent penser que des acteurs extérieurs pourraient avoir facilité l'attaque pour garantir leurs intérêts stratégiques. Les deux perspectives sont valables, et la vérité se trouve probablement quelque part entre ces deux interprétations. Ce qui est certain, c'est que Ibrahim Traoré se trouve pris dans une guerre complexe, non seulement contre ses ennemis internes, mais aussi contre des forces invisibles et internationales qui manipulent les récits et les structures de pouvoir au-delà des frontières du Burkina Faso. La véritable nature de l'attaque devient plus claire à mesure que les heures passent. Ce qui semblait initialement être un coup d'État interne s'avère être bien plus complexe. Ibrahim Traoré et ses conseillers découvrent des indices inquiétants, suggérant une coordination internationale. Des analyses des communications interceptées révèlent des fréquences inhabituelles, des interruptions ciblées dans les réseaux militaires et des signatures de cryptage étrangères. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso qui est visé, mais une stratégie beaucoup plus large de déstabilisation du Sahel. Les puissances extérieures, utilisant des technologies de guerre hybrides, manipulent l'information et perturbent les gouvernements africains qui osent se soustraire à leur influence. Les services de renseignement du Burkina Faso commencent à comprendre que cette attaque fait partie d'une offensive numérique bien orchestrée. Des faux récits se répandent à une vitesse alarmante, alimentés par des acteurs invisibles qui cherchent à semer la confusion et à miner la confiance publique. Ibrahim Traoré réalise qu'il ne se bat pas seulement pour préserver sa position, mais pour protéger l'intégrité de son pays face à une guerre menée dans l'ombre, où chaque décision peut avoir des conséquences imprévisibles. L'attaque à Ouagadougou a laissé des traces profondes, non seulement sur le plan physique, mais aussi dans l'esprit de la nation. Les conséquences immédiates sont évidentes. Une capitale sous haute surveillance, un climat de peur, et un gouvernement confronté à la nécessité de restaurer l'ordre, tout en luttant contre les menaces invisibles qui s'attaquent à la souveraineté du pays. Toutefois, au-delà de ces effets immédiats, les répercussions à long terme pourraient être bien plus sérieuses pour le Burkina Faso et pour l'ensemble du Sahel. D'abord, la confiance du peuple burkinabé dans ses institutions a été gravement ébranlée. La rapidité avec laquelle les informations ont été manipulées et les rumeurs propagées a créé un climat de doute, renforcé par l'effondrement des réseaux de communication. La population se retrouve divisée, certains croyant aux théories du complot, d'autres cherchant à comprendre la véritable nature de l'attaque. Ibrahim Traoré, dans ses discours publics, tente de rassurer la population, mais la réalité est que la guerre de l'information a été tout aussi dévastatrice que l'assaut physique. Ensuite, sur le plan géopolitique, l'attaque et les événements qui ont suivi ont renforcé l'idée que les puissances extérieures jouent un rôle de plus en plus important dans les affaires africaines. Si des acteurs étrangers ont bien orchestré une partie de cette déstabilisation, cela signifie que le Burkina Faso, ainsi que d'autres nations de la région, doivent désormais naviguer dans un environnement
où la souveraineté nationale est constamment menacée, non seulement par des ennemis internes, mais aussi par des forces extérieures cherchant à imposer leur volonté. Les conséquences économiques ne peuvent être ignorées non plus. Le Burkina Faso, déjà confronté à des défis économiques majeurs, a vu ses infrastructures vulnérables être davantage perturbées. Le marché des investissements a été secoué et la confiance des investisseurs étrangers s'est effondrée. Dans un contexte mondial où les ressources naturelles et l'influence géopolitique sont des enjeux stratégiques, ce type de déstabilisation peut avoir des effets d'entraînement sur l'ensemble de la région du Sahel. Les tensions entre les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, se sont intensifiées, avec des implications potentielles pour la sécurité régionale et les alliances stratégiques. Mais la conséquence la plus inquiétante réside dans la manière dont cette guerre hybride pourrait se répandre. Si des nations comme le Burkina Faso, en quête d'indépendance et de souveraineté, sont confrontées à ce type de manipulation, qu'en est-il des autres pays d'Afrique? L'attaque à Ouagadougou n'était pas un événement isolé, mais une mise en garde. Les leaders africains doivent désormais faire face à une nouvelle forme de guerre, invisible mais redoutable, où la bataille pour l'information et la vérité pourraient s'avérer plus décisives que jamais. Ibrahim Traoré et son gouvernement se retrouvent donc à un carrefour. Rester fidèles à leur vision d'un Burkina Faso indépendant ou céder aux pressions extérieures pour sécuriser leur place sur la scène internationale. À l'horizon de ces 12 mois, l'avenir du Burkina Faso semble incertain et plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun portant des conséquences majeures pour le pays et pour la région. Ibrahim Traoré, à la tête d'un gouvernement fragilisé par l'attaque à Ouagadougou, doit maintenant prendre des décisions qui détermineront la trajectoire de son pays. Dans un premier scénario, que l'on peut qualifier de base, Ibrahim Traoré et son gouvernement parviennent à stabiliser le pays, renforcer les mesures de sécurité et regagner la confiance du peuple. L'attaque, bien que dévastatrice, est utilisée comme un catalyseur pour renforcer la résilience nationale. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, continue de s'éloigner de l'influence occidentale et recherche des partenariats stratégiques avec d'autres pays africains, notamment au sein de la CEDEAO. Ce scénario prévoit un renforcement de la souveraineté nationale, mais aussi une montée en puissance des tensions géopolitiques avec des puissances extérieures, notamment la France, et d'autres acteurs occidentaux. Les défis économiques persistent, mais la stabilité politique permet au pays de commencer à se reconstruire progressivement. Dans un scénario plus optimiste, l'attaque à Ouagadougou, bien que traumatisante, conduit à une prise de conscience collective au Burkina Faso. Ibrahim Traoré réussit à fédérer les forces politiques et sociales du pays autour d'un projet de transition démocratique durable. Dans ce scénario, le gouvernement parvient à surmonter les divisions internes et à établir un cadre de dialogue avec les forces extérieures, sans compromettre l'indépendance nationale. Ce processus de réconciliation permet au Burkina Faso de se stabiliser, d'attirer de nouveaux investissements et de lancer des réformes économiques ambitieuses. Le pays bénéficie d'un soutien régional accru et de la solidarité de ses voisins africains, ce qui améliore la sécurité et crée des opportunités pour un développement économique inclusif. Enfin, dans le pire des scénarios, l'attaque à Ouagadougou, combinée à des tensions géopolitiques croissantes, entraîne un isolement international du pays. Les sanctions économiques imposées par des puissances étrangères, l'effondrement du secteur privé et une instabilité politique persistante plongent le Burkina Faso dans une crise profonde. Le gouvernement de Traoré perd de sa légitimité auprès de la population et les groupes d'opposition, ainsi que les mouvements extrémistes, prennent de plus en plus de place. Le pays est en proie à des luttes internes et la situation sécuritaire se détériore, exacerbée par une guerre civile potentielle. L'isolement du Burkina Faso sur la scène internationale, renforcé par des accusations de manipulation et de déstabilisation, conduit à une crise humanitaire dans la région du Sahel.
À travers les événements qui ont secoué Ouagadougou, l'histoire du Burkina Faso trouve un écho bien au-delà de ses frontières. Cette nuit-là, les habitants de la capitale ont vécu plus qu'une simple attaque. Ils ont été témoins d'un phénomène mondial où l'avenir des nations se joue dans l'ombre des informations et des manipulations invisibles. Ibrahim Traoré, bien qu'encore jeune dans son rôle de leader, se retrouve à la croisée des chemins, défendre l'indépendance de son pays tout en résistant aux pressions invisibles qui façonnent le monde moderne. Dans un monde où la souveraineté semble de plus en plus être un concept flou, les questions soulevées par l'attaque sont universelles. Qui contrôle réellement nos vies, nos informations et nos décisions? À une époque où la vérité devient malléable et où les récits peuvent être façonnés à distance, le Burkina Faso n'est qu'un exemple parmi d'autres. La guerre hybride qui a frappé Ouagadougou pourrait se reproduire ailleurs, dans d'autres nations africaines, mais aussi dans des pays à travers le monde. La technologie, la guerre de l'information et les conflits invisibles sont désormais les véritables armes qui façonnent le destin des peuples. Pour le peuple burkinabé, comme pour d'autres citoyens du monde entier, la question devient: comment réagir face à un ennemi qu'on ne peut pas toujours voir, mais qui impacte chaque aspect de la vie quotidienne? Et pour Ibrahim Traoré, sa véritable bataille ne fait que commencer. Il doit non seulement protéger son pays contre les menaces visibles, mais aussi préserver l'intégrité de ses institutions face à une guerre silencieuse qui se joue à un niveau bien plus complexe. Face à l'attaque de Ouagadougou et aux menaces invisibles qui en découlent, Ibrahim Traoré et son gouvernement doivent mettre en place un plan d'action clair et efficace pour restaurer la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso. Ce plan repose sur 3 étapes principales. Tout d'abord, il faut renforcer la sécurité intérieure. La priorité immédiate est de garantir la sécurité du pays. Cela inclut le renforcement des forces armées et des services de renseignement pour répondre rapidement aux attaques physiques et numériques. Une coordination accrue avec les voisins du Burkina Faso, tels que le Mali et le Niger, doit être mise en place pour sécuriser les frontières et partager les informations sur les menaces potentielles. De plus, il est impératif de moderniser les infrastructures de communication du pays pour prévenir toute future interruption des réseaux. Ensuite, il convient de lutter contre la désinformation. L'un des plus grands défis pour Ibrahim Traoré et son équipe sera de restaurer la confiance du peuple burkinabé dans ses institutions. Pour ce faire, le gouvernement devra combattre la désinformation qui s'est répandue après l'attaque en diffusant des informations vérifiées et transparentes. Une stratégie de communication nationale, soutenue par des experts en cybersécurité, devra être mise en place pour identifier et contrer les récits manipulés. Enfin, il faut rechercher des partenariats stratégiques. Pour renforcer son indépendance, le Burkina Faso doit diversifier ses alliances. Cela pourrait inclure un rapprochement avec des nations africaines partageant des intérêts communs, comme le Mali ou le Tchad, ainsi que des partenariats avec des pays non occidentaux pour limiter l'influence des puissances étrangères. En parallèle, des réformes économiques doivent être lancées pour renforcer l'autosuffisance et la résilience du pays face aux crises futures. La nuit de Ouagadougou, marquée par l'explosion soudaine et l'effondrement des communications, est plus qu'un simple événement de crise. Elle est le reflet d'un défi plus profond auquel sont confrontés non seulement Ibrahim Traoré, mais aussi tous ceux qui luttent pour la souveraineté et l'autodétermination dans un monde où les frontières sont de plus en plus floues. Ce n'est pas un combat pour le pouvoir, mais pour préserver l'intégrité d'un pays, d'une culture et d'un peuple face à des forces invisibles mais puissantes. En regardant le Burkina Faso se relever, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique. Il incarne un symbole de résistance face à une guerre qui ne se joue pas seulement sur le terrain, mais dans l'espace numérique et psychologique. Cette bataille est loin d'être terminée, mais à chaque décision qu'il prend, à chaque pas vers la reconquête de la confiance de son peuple,
Ibrahim Traoré écrit une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. Et, au-delà des frontières du pays, cette histoire devient celle de toute l'Afrique, déterminée à défendre sa liberté et sa dignité, un signal pour les nations du monde entier. L'indépendance ne se négocie pas. La lutte pour la souveraineté, qu'elle soit menée sur le terrain ou dans les couloirs de l'information, est loin d'être une simple bataille pour le pouvoir. C'est une quête pour protéger l'héritage et l'identité d'une nation. Pour Ibrahim Traoré, chaque décision, chaque mouvement qu'il fait, représente une affirmation de la dignité et de l'indépendance du Burkina Faso. Mais cette bataille n'est pas seulement la sienne. Elle appartient à chaque citoyen, à chaque Africain qui aspire à un avenir où la liberté ne se négocie pas. Dans ce contexte, il est important de se rappeler que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans les gouvernements ou les armées, mais dans la volonté collective des peuples. À travers cette histoire, nous sommes tous invités à réfléchir à ce que signifie réellement être libre et souverain. Partagez cette histoire, car l'indépendance, même après des siècles de lutte, reste une valeur à défendre chaque jour. Et peut-être qu'un jour, l'Afrique tout entière pourra dire « Notre liberté ne nous a pas été donnée, elle a été conquise et défendue à chaque instant. »